Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être là ce matin pour discuter avec vous des exacerbations de MPOC. Donc, voici mes conflits d'intérêts potentiels au cours des 2 dernières années, mais si on reculait plus, il y a plus de collaboration un peu avec tout le monde. En fait, quand on m'a approché, Patricia m'a donné 3 mots-clés: exacerbation, vaccin et antibiotiques. Je dis, bon, on va essayer de faire quelque chose avec ça. Alors, c'est ce qu'on va faire dans les prochaines minutes. Donc, je vais vous parler de vaccination dans un contexte de prévention d'exacerbation de la MPOC. On va parler aussi des antibiotiques utilisés en prévention des exacerbations de la MPOC. Puis, on va essayer de reviser un petit peu là, rapidement, parce que probablement qu'on va être vite sur la fin, reviser les traitements des exacerbations aiguës de la MPOC, mais en fait, l'utilisation des antibiotiques. Donc, pour se convaincre que les exacerbations de MPOC sont importantes, je vous propose un petit préambule. Donc, on se rappelle que les objectifs de traitement de la MPOC, c'est bien sûr d'empêcher la progression de la maladie, idéalement de réduire la mortalité, mais un des gros enjeux, c'est vraiment de réduire la fréquence et la sévérité des exacerbations. On voudrait idéalement que nos patients n'aient pas trop de symptômes et on serait tellement heureux d'améliorer leur état de santé. Donc, qu'est-ce qu'on sait exactement des exacerbations de la MPOC? On connaît des causes. En fait, les infections virales, dont les infections à influenza, pour lesquelles on a des vaccins qu'on discutera plus tard. D'ailleurs, vous savez, c'est commencé, la vaccination. Il y a les rhinovirus aussi, qui sont des agents causaux là, des exacerbations de la MPOC. Puis en fait, jusqu'à 64% des exacerbations de la MPOC sont associées à un historique de rhinovirus là, dans les 18 derniers jours. Donc, c'est quand même important. Il y a bien sûr les infections bactériennes. Pour certaines, on a des vaccins, pour d'autres, on n'en a pas. La pollution de l'air, on a associé les pics de pollution à des exacerbations, à des pics d'exacerbation et d'hospitalisation. Et il y en a bien d'autres, entre autres le fait de ne pas prendre ses médicaments régulièrement. Bon, la pharmacienne qui parle. Les patients exacerbateurs fréquents, c'est important de les reconnaître parce qu'en fait, puis vous savez, hein, les derniers GOLD, c'est ce qu'ils nous disaient, essayez de les cibler, ces patients-là, parce qu'on va essayer de faire mieux pour eux. On dit qu'un patient exacerbateur fréquent, c'est 2 exacerbations ou plus par année. Et en fait, on pense que c'est un certain phénotype de patients qui vont exacerber davantage. Et ça, peu importe hein, le niveau de sévérité de la maladie, on a ce type de patients-là. Donc, pourquoi il faut les identifier? C'est parce que les exacerbations ont des impacts. En fait, ils ont des impacts sur la fonction respiratoire. Ça accélère le déclin de la fonction respiratoire. Au niveau des hospitalisations, une durée d'hospitalisation moyenne, quand ça va pas trop mal, c'est 10 jours. Mais après ça, tu t'en vas en réadaptation parce que tu es trop décompensé. Après ça, tu as attrapé d'autres choses, tu reviens. Donc, bref, c'est toujours complexe, mais durée moyenne 10 jours. Et un excellent prédicteur d'une hospitalisation, c'est une première hospitalisation pour une exacerbation de MPOC. Il y a une étude québécoise avec les données des bases de données québécoises qui a été débutée au début des années 1990, puis qui a terminé en 2007. Donc, c'est une cohorte de 70 000 patients et plus à peu près qu'ils ont suivi. Alors, ils ont inclus les patients dans cette cohorte-là au moment d'une première hospitalisation de MPOC. Puis, ils ont essayé de voir là, différentes choses, donc, entre autres, la mortalité. La mortalité est de 50%, 3,6 ans après une première hospitalisation pour une MPOC, une exacerbation de MPOC, et elle est de 75% à presque 8 ans, en fait. L'autre chose qui est intéressante, c'est que quand tu fais une première hospite pour une exacerbation, la prochaine risque d'être dans à peu près 5 ans. Mais plus tu fais des exacerbations, plus ta prochaine hospite pour une exacerbation va se rapprocher. Si bien qu'entre la 9e et la 10e, là vous me direz c'est beaucoup, mais je les vois, ces patients-là, entre la 9e et la 10e, il n'y a plus 5 ans, il y a 4 mois. Fait que nos patients sont tout le temps hospites. Il y a évidemment la qualité de vie, puis les coûts qui sont problématiques, bien sûr.
Donc, j'espère qu'on est convaincu que les exacerbations, c'est un problème et que ça mérite d'être pris en compte et de les prévenir. Puis, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec la vaccination puis les antibiotiques pour s'aider. Donc, je vous propose de rencontrer M. Martin, qui est un gestionnaire de 60 ans, qui a une MPOC Gold 2. Il n'est pas trop embarrassé par ses symptômes. C'est sûr que quand il joue au golf, il loue la voiturette, là. En fait, son diagnostic a été posé il y a à peu près 2 ans, quand il a fait un bon rhume qui finissait pas, puis c'était pas la première fois. Son médecin a décidé de faire des tests de fonction respiratoire, d'investiguer un petit peu plus, puis finalement, on a diagnostiqué une MPOC. Comme l'équipe qui le traite est très convaincante, il a aussitôt arrêté de fumer. Et donc, il a un traitement relativement conventionnel pour sa condition, donc un anticholinergique à longue action, puis un petit bêta-2 courte action en cas de pépin, mais qu'il n'utilise pas vraiment souvent. C'est un patient qui n'a pas d'allergie aux médicaments. Par contre, il est allergique au latex et aux œufs. Et il a une intolérance à la morphine, donc ça lui cause des problèmes, beaucoup de nausées. Du côté des vaccins, comme il est gestionnaire dans une grande entreprise, il voyage souvent, donc il a ses vaccins de voyageurs. Puis il avait fait le H1N1, là, puisqu'il y avait eu tellement de publicité puis que ça avait l'air tellement dangereux il y a quelques années. Pardon, je reviens. Donc, en fait, ce patient-là, hein, il est relativement bien traité. Il n'est pas trop symptomatique. Il va bien. Il n'a pas l'air d'exacerber si souvent. Donc, la vie est belle. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus pour lui? Bien, on pourrait peut-être lui proposer une vaccination. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour lui. Donc, vous proposez la vaccination à M. Martin et voici ce qu'il vous répond. Moi, j'ai jamais eu la grippe ou la pneumonie de ma vie. Je ne vois pas pourquoi je prendrais le vaccin. En plus, ma femme l'a eu l'année passée. Elle était malade pendant 2 semaines. Si le vaccin n'est pas 100% efficace, là, pourquoi je le prendrais? J'en ai jamais eu de problème. Et il change à chaque année. Peux-tu me certifier que c'est correct, cette affaire-là? On étudie les médicaments pendant 20 ans, le vaccin pendant 6 mois. Puis en plus, là, moi, je suis gestionnaire. J'ai pas le temps d'aller au CLSC pour prendre un rendez-vous. Bref. Alors... à votre tour de travailler, choisissez donc peut-être des arguments parmi les suivants que vous pourriez donner à M. Martin pour l'encourager ou le convaincre. Donc, je vous donnerai la réponse éventuellement. Donc, il y a peut-être plus qu'une réponse qui est bonne. Donc, A, M. Martin, le vaccin est aussi efficace contre les pneumonies, puis ça prévient les exacerbations d'MPOC. Ça, il sait c'est quoi, il en a déjà fait une, il avait manqué le boulot, ça l'avait embêté. On peut jouer un peu là-dessus. Il dit aussi que on peut lui dire aussi que le vaccin contre la grippe diminue les risques d'être hospitalisé pour une exacerbation de MPOC. Est-ce que c'est vrai? Les vaccins contre la grippe et le pneumocoque ne sont pas contre-indiqués en cas d'allergie aux œufs. Hein? Il nous a quand même dit qu'il est allergique aux œufs. Et les réactions indésirables aux vaccins contre l'influenza sont plus fréquentes chez les gens vaccinés pour la première fois. Alors, vous choisirez vos arguments parmi ceux-là, puis on verra lesquels sont vrais plus tard. Donc, l'influenza au Canada, c'est 12 200 hospitalisations par année, 3 500 décès annuels. C'est une des 10 principales causes de décès au Canada. Bien sûr, on sait que les risques de complications augmentent avec les maladies cardiaques, les problèmes pulmonaires. C'est plus aussi, les complications sont plus fréquentes chez les résidents d'établissements de soins longue durée, les 65 ans et plus. Donc, qu'est-ce qu'on a contre l'influenza? Donc, l'influenza, il y a 3 virus grippaux, le type A, le type B et le type C. Mais en fait, c'est le type A et le type B là, qui causent le plus de problèmes. La contagion débute 1 jour avant l'apparition des symptômes et jusqu'à 5 jours après l'apparition des symptômes. Donc, on est contagieux avant de savoir qu'on a la grippe. L'incubation, c'est de 1 à 4 jours, en moyenne 2. La durée de la maladie, 7 à 10 jours, traité ou pas. Et bref, notre arsenal thérapeutique, le Tamiflu, le Relanza et bien sûr les vaccins. Donc, on a plusieurs vaccins. L'influenza, c'est un vaccin qui s'administre par voie intramusculaire. La composition est ajustée annuellement en fonction de ce qui circule actuellement. Donc, ça s'apparente parfois à des prévisions météo. Et vous le savez, quand la prévision est moins bonne, l'année d'après, les patients sont un petit peu plus réticents à se faire vacciner parce qu'ils savent que c'était pas si bon que ça l'année passée. Les contre-indications, l'anaphylaxie aux œufs n'est plus une contre-indication. Donc,
Donc, les patients n'ont plus cette raison-là à nous évoquer, puis nous, on a pu à en être inquiets. Sinon, bien évidemment, c'est les contre-indications usuelles. Tu as déjà fait une allergie à quelque chose qui est contenu dans le vaccin. C'est une contre-indication. La réponse au vaccin est à peu près en 2 semaines, puis la durée, 6 à 12 mois selon les individus. Donc, si tu es immunosupprimé, peut-être un peu moins. Même si la durée n'est pas si longue, on ne recommande pas de revacciner les patients, même les voyageurs, qui vont fréquenter, si je peux dire, les virus d'influenza un petit peu plus longtemps que les autres. Donc, l'efficacité varie d'une année à l'autre. La réduction de la grippe varie entre 40 et 60 %, puis ça dépend un petit peu du virus en tant que tel qui est là. Donc, pour les H1N1, on est relativement bon. Nos taux de réduction fleurent le 60 %, alors que pour les H2N3, je pense, la réduction est plus proche du 40 %. Donc, ça dépend aussi de qu'est-ce qui va finalement circuler. Les effets indésirables. On a tendance à dire à nos patients, bah, il n'y a pas grand-chose. Puis après ça, ils sont super surpris d'avoir vraiment des effets secondaires suite à la vaccination. Donc, je pense que c'est vraiment, vraiment important de dire à nos patients, écoutez, je vais vous vacciner, vous allez avoir mal là où j'ai piqué. Ça va être enflé, puis peut-être que ça va piquer aussi. OK? C'est important de dire qu'il va y avoir des effets systémiques. Au pire, ils n'en auront pas, ils vont juste être contents. Mais il faut leur dire aux patients. Oui, souvent, là, à peu près un patient sur 2, là, vous risquez d'avoir mal à la tête, d'être courbaturé. Ça vient gratuit avec le vaccin. Les frissons, les malaises plus généraux sont beaucoup plus rares, puis vraiment très rarement, on va avoir des effets comme des étourdissements ou des trucs plus complexes, mais normalement, c'est très, très rare. Donc, je pense qu'il faut vraiment dire aux patients quels sont les effets. La bonne nouvelle qu'on peut lui dire, par contre, c'est cette année, ça va peut-être être tough, mais l'année prochaine, ça va être mieux. Parce qu'en général, d'une vaccination à l'autre, on a moins d'effets secondaires. Puis si vous êtes des professionnels de la santé qui se fait vacciner, probablement que vous êtes capable, historiquement aussi, de dire « Ah ouais, il me semble que c'est vrai, ça ». Un petit mot sur l'influenza, le vaccin d'influenza intranasal, hein, le Flumist. En fait, c'est un vaccin quadrivalent qui est à base de virus vivants. Donc, les virus vivants, on ne les utilise pas chez nos patients immunosupprimés. Donc, on a entendu un petit peu plus parler du Flumist dans les dernières années parce qu'il y a un genre de controverse, disons, ou de petits bémols qui est sorti. Aux États-Unis, on ne recommande plus d'emblée la vaccination chez les 2-17 ans avec le Flumist parce qu'on juge que les données actuelles disponibles depuis 2011 démontreraient que le vaccin serait moins efficace. Au Québec, par contre, on a plutôt tendance à dire que les données ne sont pas suffisantes pour conclure à l'efficacité inférieure du vaccin injectable, mais avant, on disait chez les 2-17 ans, on donne le Flumist préférablement à l'injectable. Maintenant, on ne fait plus cette recommandation-là, on dit un ou l'autre. Pour ce qui est des 18-59 ans qui sont en santé, encore là, puis qui voudraient se protéger, mais pas recevoir une injection, l'efficacité de l'injectable, on sait, est meilleure que l'intranasal. Mais par exemple, un patient qui aurait vraiment peur de se faire injecter un vaccin, puis on le donnerait en intranasal, mais pourquoi pas, mais il faut savoir qu'il y a un petit peu moins d'efficacité potentielle. Ça va pour l'influenza. Donc, infection à pneumocoque. Au Canada, 3000 cas de pneumococcie invasive par an sont déclarés. Il y en a potentiellement peut-être plus. La mortalité des pneumonies bactériennes à pneumocoque, c'est 5 à 7 % L'incidence est plus grande chez les tout petits, des infections à des pneumococcies, et chez les plus de 60 ans. Écoutez, il y a 92 sérotypes, mais ceux qui causent le plus de problèmes, c'est une quinzaine en particulier. Donc, ce qu'on observe comme problème, c'est bien sûr des pneumonies avec bactériémie, des méningites, des otites, puis des pneumonies acquises en communauté, bien sûr. Comme arsenal, ben, on a des vaccins, bien sûr, puis on a des antibiotiques. Il y a toujours le jeu de la résistance aux antibiotiques. Puis des fois, on a des patients qui sont multi-allergiques à plein d'affaires. Donc, des fois, ça réduit un petit peu notre terrain de jeu. Il y a 3 vaccins principaux contre le strep pneumoniae. Donc, il y en a un polysaccharidique qui est le Pneumovax 23. Les 2 autres, c'est des conjugués. Le Synforix est indiqué seulement en pédiatrie.
Donc, je ne vous en parlerai pas plus, mais sinon, le Pneumovax 23, il est indiqué, là, si on lit la monographie, contre les infections causées par des pneumocoques, des types présents dans le vaccin, bien sûr. On vise, avec ce vaccin-là, la prévention, bien sûr, des pneumonies et des bactériémies à pneumocoques. Pour le Prevnar 13, on vise à prévenir chez les adultes, c'est les indications adultes, la pneumonie et les pneumococcies invasives, des sérotypes bien sûr présents dans le vaccin. Donc, comme vous voyez, là, les sérotypes du Prevnar 13 sont généralement retrouvés dans le Pneumovax 23, mais la façon de faire le vaccin est un petit peu différente. Donc, on peut s'attendre peut-être à une efficacité ou en tout cas des trucs un petit peu différents. Donc, on commence notre petite révision des vaccins contre le pneumocoque avec le Pneumovax 23. Donc, comme je vous ai dit, il y a 23 sérotypes. Les contre-indications, c'est une anaphylaxie antérieure. Il n'y a pas d'histoire d'œuf là-dedans. La réponse, on la voit en à peu près 2 à 3 semaines chez 80% des adultes. La durée de l'efficacité n'est pas bien connue, de sorte qu'on propose des doses de rappel chez les patients qui sont immunosupprimés, donc asplénie, immunosuppression associée à des médicaments, insuffisance rénale chronique, etc. On ne recommande pas de revaccination. En fait, le protocole d'immunisation du Québec puis le comité consultatif national sur le CCNI, donc, ne recommande pas une revaccination, mais dans la monographie du médicament, on dit que si tu as été vacciné avant 65 ans, que ça fait 5 ans que tu n'as pas reçu le vaccin, peut-être que ça vaudrait la peine que tu sois revacciné éventuellement. Donc, c'est probablement évalué au cas par cas. L'efficacité de ce vaccin-là est de 50 à 80% chez les personnes âgées puis les groupes à risque accru d'infections invasives. C'est vraiment les groupes qu'on vise. Les effets indésirables, localement, à peu près, on s'attend aux mêmes choses qu'au vaccin contre l'influenza. Par contre, au niveau systémique, tantôt je disais presque 50% vont avoir des symptômes. C'est tout au plus 10%, un peu de fièvre. Donc, c'est vraiment mieux tolérer ce vaccin-là. On peut le vendre comme ça aux patients. Maintenant, les pneumocoques, les vaccins contre le pneumocoque, les vaccins de type conjugué, il y en a 2, le Prevnar 13 puis le Synforix. Comme je vous ai dit, le Synforix est pour les enfants. Mais le Prevnar 13 a aussi des indications chez les adultes. Des contre-indications anaphylaxie à une dose antérieure. La réponse du Prevnar, potentiellement égale ou même supérieure au Pneumovax 23. La durée n'est pas connue, puis actuellement, on ne recommande pas de revaccination. C'est efficace, ces vaccins-là. Au niveau populationnel, entre autres, ce qui est intéressant, c'est qu'on vaccine les enfants avec un Prevnar ou un... Avant, ce n'était pas un 13, là, ça a commencé par un 7, il y a eu un 10, puis maintenant, on est au 13. Mais ce qu'on voit, là, c'est que les souches qui causaient les infections chez les enfants et qui sont contenues dans les vaccins sont à peu près disparues. Donc, la circulation là, était de 79 est passé à 0 %. Donc, un vaccin nouveau populationnel, c'est très efficace. Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire que si je vaccine mes tout-petits qui ne véhiculent pas ces charmants pneumonies-là et bactéries-là à leurs grands-parents, par exemple, qui ont la MPOC, disons, on protège nos gens. Fait que c'est vrai que la vaccination de masse, c'est important. Je veux vous parler un petit peu du Prevnar 13, une étude. En fait, l'année dernière, à peu près, j'ai commencé à avoir des prescriptions de pneumologues pour du Prevnar 13 chez des patients qui n'étaient pas immunosupprimés. Parce que le Prevnar 13, on peut l'utiliser chez les immunosupprimés. Mais bref, j'ai commencé à voir ça, puis en fait, ça faisait suite à 2 choses. D'abord, l'étude CAPITA, qui est une étude où on est allé voir chez les patients immunocompétents de plus de 65 ans si ça valait la peine de donner ce vaccin-là pour prévenir les pneumonies acquises en communauté, invasives ou non. En fait, le vaccin comparé au placebo là, permet a une efficacité de 45 %, évidemment, pour les sérotypes qui sont présents dans le vaccin. Mais quand on le met là, dans le bain de tous les sérotypes possibles, donc tous les types de pneumocoques, il y a une efficacité de 5 %.
Ceci dit, hein, ce n'est pas extraordinairement bon ou mauvais, en fait, pour l'efficacité générale, c'est vraiment attendu. Donc, malheureusement, on n'a pas de sous-analyse dans cette étude-là pour les patients MPOC. Donc, je ne peux pas vous dire qu'est-ce que ça apporte aux patients MPOC. Il n'y a pas ces données-là de publiées. Par contre, le CCNI a fait récemment, en fait, un énoncé de position, puis dans lequel il suggère qu'au cas par cas, peut-être qu'on pourrait donner le Prevnar, suivi du Pneumovax chez les patients de 65 ans qui sont immunocompétents. Donc, peut-être voir certaines caractéristiques de ces patients-là qui pourraient nous faire penser que ça serait bien de les protéger rapidement et efficacement avec ce vaccin-là. Par contre, ils vont vraiment au cas par cas. Au niveau populationnel, ils ne se sont pas prononcés. Par ailleurs, ils disent aussi que, basé sur les sérotypes qui sont actuellement en circulation, ils recommandent toujours la vaccination avec le Pneumovax chez les patients de 65 ans et plus. Puis vous savez, ça correspond à nos calendriers d'immunisation au Québec. Donc, tableau des vaccins recommandés en plus de la vaccination de base selon les conditions médicales. J'espérais que ça... Je me disais que ce serait peut-être pas assez gros, fait que je vous ai fait un petit agrandissement. Donc, en fait, on voit que le vaccin contre la grippe, l'influenza est une bonne idée chez la plupart de notre clientèle respiratoire. Et les vaccins contre le pneumocoque, de façon générale, et chez nos patients immunosupprimés ici aussi, on va vouloir les donner. À l'exception, le pneumocoque, des patients asthmatiques qui ont moins de 50 ans, où là, c'est pas clair qu'il y a tant de bénéfices. Donc, quel vaccin contre le pneumocoque selon le protocole d'immunisation? En résumé, c'est le Pneumovax qu'on donne chez les plus de 65 ans et les 2 à 64 ans. Donc, par exemple, comme M. Martin, qui a une immunosuppression, une maladie pulmonaire, un asthme, et voilà. Et le Prevnar, selon le guide d'immunisation du Québec, on le réserve aux plus de 18 ans qui ont une immunosuppression. Si on a les 2 vaccins à donner, on préfère donner le Prevnar en premier, attendre 8 semaines, puis donner le Pneumovax. Si le patient avait déjà reçu le Pneumovax, puis on se dit « Ah, finalement, j'aimerais bien te donner le Prevnar aussi », il faut attendre 1 an. On n'a pas de données pour s'assurer que ça va être efficace de donner les 2 en même temps. Qu'est-ce que disent nos sociétés savantes avec tous ces données-là par rapport à la vaccination, puisqu'il y a des choses qui sont quand même pas si clairement énoncées que ça? Bien, le vaccin contre l'influenza, tout le monde est d'accord, on donne ça à tout le monde. Et les raisons sont que, en fait, on a une diminution de 50 % de la mortalité et de la morbidité chez les aînés. Donc, d'emblée, on donne ça à nos aînés, pas nécessairement MPOC. Et on a une diminution de 39 % de l'incidence d'hospitalisation pour nos patients MPOC. Plus récemment, là, les GOLD nous disent que les événements graves puis les décès associés à la MPOC sont vraiment diminués par le vaccin contre l'influenza. Puis, vous avez sans doute un jour entendu parler des lignes directrices conjointes canado-américaines pour la prévention des exacerbations de la MPOC. Donc, c'est vraiment un guideline qui veut faire le recensement et se positionner sur qu'est-ce qu'on peut faire le mieux possible pour prévenir les exacerbations. Et eux, ils disent, ben oui, l'influenza, le vaccin, c'est une bonne idée. Pour ce qui est du vaccin contre le pneumocoque, tout le monde s'accorde pour dire qu'en temps requis, on devrait le proposer à nos patients. C'est sûr que nos lignes directrices canadiennes datent de presque 10 ans. Donc, les bénéfices à cette époque il y avait moins de données, donc ils ne nous parlent pas des bénéfices. Par contre, le GOLD 2016 nous dit, bien, chez nos patients MPOC en haut de 65 ans ou qui ont des comorbidités, on devrait le donner. Et on trouve qu'il y a une diminution quand même des pneumonies chez les patients de moins de 65 ans qui ont une MPOC puis un VMS relativement bas. Les lignes directrices pour la prévention des exacerbations nous disent, oui, on le donne, mais en même temps, on ne peut pas affirmer, on n'a pas assez de données pour prédire à quel niveau ça va prévenir les exacerbations de MPOC, mais ça fait du sens de le donner. Allergie aux œufs ou au latex, parce que je vous ai dit que M. Martin était allergique. Donc, l'allergie aux œufs, en fait, ce n'est pas une contre-indication maintenant pour les vaccins pour lesquels c'était problématique, donc grippe, rage, rougeole, oreillon. Il y a la fièvre jaune que le protocole d'immunisation du Québec suggère toujours de diriger les gens vers une clinique spécialisée, mais de toute façon, c'est des vaccins de voyage qui sont généralement donnés par des équipes qui sont habituées.
Pour ce qui est de l'allergie au latex, vous savez, il y a certains produits vaccinaux qui vont contenir des caoutchoucs naturels, donc du latex. C'est pas tous, par contre. Puis, je vous ai pas fait une liste de ceux qui en contenaient ou pas parce que ça change d'une année à l'autre. Fait qu'il faut aller revoir les monographies de nos produits. Mais récemment, il y a l'Association des pharmaciens en établissement de santé qui a publié des lignes directrices sur comment on devrait gérer une allergie au latex par rapport à nos patients puis aux injections. Puis la première chose qu'ils nous disent, c'est bien, vérifiez donc la réaction. Tout d'un coup que ce n'était pas important. En fait, une dermite de contact, ce n'est pas une contre-indication à recevoir un vaccin. Avant aussi, on disait aux gens, décapsulez vos produits qui contiennent potentiellement un bouchon de latex par rapport à piquer juste une fois à travers le bouchon. Maintenant, on s'est rendu compte qu'il y avait plus de risque de contamination de ton produit quand tu décapuchonnes. Donc, on dit on pique la fiole une fois et ça devrait être correct. Les seules vraies contre-indications, c'est les patients qui ont fait des anaphylaxies. Ça, bien sûr, on ne le donne pas là, sans avoir référé puis bien étudié la question. Voilà. Donc, quels arguments parmi ceux du début étaient vrais? Bien, en fait, c'était les 3 derniers. Donc, le vaccin contre la grippe diminue le risque d'être hospitalisé pour une exacerbation de MPOC. Donc, on s'est dit l'allergose, ce n'est pas un problème. Puis, les réactions indésirables vont être moins importantes avec le temps. Qu'est-ce qu'on dit à M. Martin pour le convaincre? Donc, ou qu'est-ce qu'on lui recommande? Vaccin contre l'influenza, M. Martin, puisque tu as quand même une MPOC. Pour le vaccin contre le pneumocoque, actuellement, on va lui recommander le pneumovax parce qu'il a une MPOC et non parce qu'il a 65 ans. Il a juste 60 ans. Pour l'instant, on ne prévoit pas de dose de rappel. Le latex, on va bien sûr vérifier sa vraie réaction. Puis, on va surtout lui dire la vérité sur les effets indésirables pour qu'il ne soit pas surpris puis qu'il puisse dire à sa femme, bien, fais-toi donc vacciner cette année, ça va être moins pire. En passant, il y a un site web où on peut prendre rendez-vous pour être vacciné dans nos CLSC. Il y a plusieurs pharmacies communautaires qui donnent des rendez-vous aux patients pour les vacciner. Il y a plusieurs entreprises aussi qui prévoient des vaccinations. Donc, je pense que l'idée de dire « j'ai pas le temps d'attendre », bien, on a moyen de contrecarrer ça. Donc, voici pour la vaccination. La prochaine partie, on va discuter un petit peu des antibiotiques en prévention des exacerbations de la MPOC. Puis, si vous le voulez bien, pour ça, je vais vous présenter Madame Tremblay. En fait, je devrais dire Mademoiselle Tremblay. Donc, c'est une tout à fait charmante dame de 84 ans qui était agente de bar, mais il faut dire hôtesse de l'air dans son temps. C'est une patiente qui a une MPOC Gold 3, mais qui tire pas mal sur le Gold 4 parce que dans la dernière année, c'est sa 3e hospitalisation. Puis moi, je la vois hospitalisée pour une 3e fois. Elle n'a jamais fumé, elle reçoit ses vaccins, c'est la patiente idéale. Elle a fait sa réadaptation respiratoire, elle est suivie par le programme Respire. Vous voyez, au niveau de sa médication, elle a à peu près tout ce qui est possible. Malheureusement, elle n'a pas bien toléré la théophiline puis le roflumilast, donc on ne peut pas aller de ce côté-là. Elle n'a pas d'allergie, donc ça nous aide quand elle fait ses exacerbations. On n'est pas obligé de modifier nos antibiotiques. Donc, c'est une patiente relativement malade. On a fait beaucoup de choses pour elle. C'est une 3e exacerbation. Au moment où je la vois, Mme Tremblay est particulièrement découragée. Elle me dit, Fanny, elle dit, là, c'est pas normal, on se voit trop souvent. Pourquoi vous n'arrivez plus à m'aider? Où est-ce que je m'en vais? Puis tout ça. Bon, bien, peut-être qu'il y a d'autres modalités. Donc, on va regarder pour les antibiotiques. Alors, je vous fais travailler un petit peu, un vrai ou faux. Donc, est-ce que c'est l'effet antibactérien des macrolides qui permet de prévenir les exacerbations de la MPOC? Est-ce que l'azithromycine est indiquée en prévention des exacerbations de la MPOC chez les patients qui ont plus qu'une exacerbation dans la dernière année? Et finalement, est-ce que l'utilisation de l'azithromycine à long terme a été démontrée sécuritaire chez les patients avec une MPOC? Donc, on va essayer de répondre à ces questions-là. Alors, que sait-on ou pas, puis en fait, le ou pas est important, de l'azithromycine en prévention des exacerbations de la MPOC? En fait, les macrolides, historiquement, on a utilisé ça en fibrose kystique. Puis, pour les patients qui avaient des bronchiectasies non associées à la fibrose kystique, on a utilisé ça pour diminuer les exacerbations, les flare-ups de maladie, puis aussi avoir des impacts sur la fonction pulmonaire. Donc, on s'est dit, pourquoi pas en MPOC?
C'est les propriétés, en fait, immunomodulatrices et anti-inflammatoires des macrolides qui nous intéressent particulièrement, beaucoup plus que leur effet antibactérien et antiviral, quoique il y a potentiellement quelque chose de ce côté-là. Il y a une diminution de la sécrétion de mucus aussi qui est observée là, à cause de l'impact sur les TNF-alpha et les interleukines 13. Puis l'azithromycine, elle n'est pas efficace contre le pseudomonas, mais elle empêche la formation, ou en tout cas, elle diminue la formation d'un biofilm qui permet l'adhésion du pseudomonas, entre autres, aux muqueuses du patient. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, est-ce que ça fonctionne, les macrolides, et en particulier l'azithromycine, pour prévenir les exacerbations de la MPOC? Bien, oui. En fait, ça va ça va augmenter le temps entre les exacerbations. Donc, il y a deux grandes études avec lesquelles je vais discuter un petit peu plus, mais je vais vous les présenter un petit peu plus tard. Donc, une des études où on passait de 174 jours à 266 jours entre les exacerbations. Donc, ça devient quand même intéressant. Puis, la deuxième étude de 59 à 130 jours, ça, il faut juste savoir que c'était des patients qui avaient déjà au moins 3 exacerbations dans la dernière année, donc des vrais exacerbateurs fréquents. Donc, on double quand même le temps pour la prochaine exacerbation. Aussi, quand on a donné l'azithromycine, vous voyez dans l'étude d'Albert, on avait 740 patients contre 900 qui avaient fait une exacerbation et dans l'autre étude, 84 contre 129. On s'est rendu compte que les plus âgés semblent mieux réagir, mieux répondre au traitement, mais c'est peut-être juste dû parce qu'on les a plus étudiés. Et il semble que si tu es moins malade, ça fonctionne mieux aussi, mais ça fait presque du sens. Par contre, ça ne fonctionne pas si tu fumes activement. Ça fonctionne. Les études d'une durée de moins de 3 mois ne sont pas super réjouissantes. On n'a pas réussi à prouver que ça avait un impact de donner de l'azithromycine pour moins de 3 mois. Par contre, c'est des tout petites études, souvent 30 patients, 80 patients au maximum. Donc, peut-être qu'on n'avait pas la puissance pour le démontrer. Ça n'a pas d'impact sur les hospitalisations, pas d'impact sur la mortalité toute cause, puis malheureusement, contrairement à fibrose kystique, pas d'impact sur la fonction pulmonaire. On a un petit point d'interrogation au niveau du questionnaire de Saint-Georges, c'est-à-dire de la qualité de vie. En fait, statistiquement, ça semble intéressant, mais cliniquement, c'est généralement pas intéressant. Ça veut dire qu'au questionnaire de Saint-Georges, on avait observé en statistique une différence de 2 points, mais cliniquement, on veut une différence de 4 points pour dire que ça va avoir un impact pour le patient. On n'a pas prouvé ça, sauf dans une étude chez des patients qui toussaient vraiment beaucoup. C'était très, très symptomatique. Eux, au questionnaire de Saint-Georges, ils ont mieux fait. Quel patient dans les études? Puis ça, là, c'est vraiment important pour savoir à qui on donne ça. Donc, dans l'étude d'Albert, dans laquelle on donnait de l'azithromycine, 250 mg, une fois par jour pendant 1 an, on a 1140 patients. Ça, c'est ma grosse étude. OK? Les patients étaient majoritairement Gold 3, un peu Gold 4, puis quelques-uns 2. 50 avaient eu une exacerbation de la MPOC hospite ou une visite à l'urgence dans les 12 mois précédant l'entrée dans l'étude. Plusieurs avaient eu des corticos systémiques aussi pour une exacerbation de la MPOC. Puis vous voyez, 60 avec l'oxygène à long terme. Il avait mis ce critère-là pour choisir des patients plus malades. C'est une étude qui a eu lieu en 2011, qui a été publiée en 2011. Donc, il avait choisi des patients plus malades potentiellement, mais ces patients-là n'exacerbaient pas nécessairement. D'où on voit qu'il y a un petit peu moins d'exacerbation. L'âge moyen des patients était 66 ans. Okay? Donc, patients oxygène, patients exacerbés, hospitalisés à l'urgence, des choses comme ça. Dans l'étude de Uzun, c'est une étude dans laquelle on donnait de l'azithromycine 500 mg 3 fois par semaine pendant 1 an. L'étude contient 92 patients, dont la moitié a reçu un placebo. C'est pas beaucoup là, de patients qui en reçoivent. Ils avaient des classes Gold 1, 2, 3, 4, mais la moyenne des exacerbations chez les patients qui ont été recrutés était de 4 par année. Donc, c'est vraiment énorme. Il y avait plusieurs hospitalisations aussi. Les patients ne devaient pas prendre la prénisone au-delà de 10 mg par jour, puis l'âge moyen des patients d'études était 65 ans. Fait que, tu sais, je vous disais, les plus jeunes patients, ils ont l'air de moins bien faire, mais en même temps, on les a moins étudiés. Fait qu'on n'est peut-être juste pas capable d'en parler. Donc ça, c'est les patients dans les études. Si vous voulez, on va regarder ceux qui n'étaient pas dans les études. Ça, c'est tous des patients pour qui je ne suis pas capable de vous dire si c'est sécuritaire de le donner.
l'azithromycine. Donc, dans l'étude de Albert, les patients asthmatiques n'étaient pas inclus dans l'étude. Les patients qui avaient des fréquences cardiaques au repos de 100 battements minute ou des QT prolongés de 450 millisecondes n'étaient pas inclus. Les patients qui avaient des médicaments qui pouvaient augmenter le QT, qu'on sait associé à des torsades de pointe, n'étaient pas inclus. Et les patients qui avaient des désordres auditifs n'étaient pas inclus non plus. Pourquoi ces précautions-là? Bien, c'est qu'en fait, on sait que les macrolides peuvent causer des désordres auditifs. Fait qu'on s'est dit, on va screener au moins les patients qui en ont à la base, comme ça, bien, on n'aura pas ce désavantage-là en partant. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de patients avec des facteurs cardiaques qui sont exclus. Pourquoi? C'est que l'azithromycine, ça peut augmenter ce qu'on appelle l'intervalle QT et favoriser les torsades de pointe, donc des arythmies qui sont très graves. Et il y a une association aussi avec des morts subites d'origine cardiaque. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu exclure tous les patients qui avaient une petite composante cardiaque. Dans l'étude de Uzun, toutes les maladies respiratoires concomitantes ont été exclues. Les patients avec bronchiectasie ont été exclus. Les patients qui prenaient des antibiotiques chroniquement ou de la prèle à plus que 10 mg par jour sont exclus. Maladies hépatiques, insuffisance cardiaque ou médicaments qui interagissent avec les macrolides et qu'on ne peut pas gérer sont exclus. Fait que ça fait beaucoup de patients de notre quotidien, là, tu sais. C'est presque... En tout cas, un patient MPOC pas cardiaque, il y en a, là. Il y en a moins. Alors, quels sont les effets indésirables observés dans les études? Malgré qu'on n'a pas inclus les patients avec des atteintes auditives, il y a quand même, dans l'étude de Albert, sur plus de 5 % de patients qui ont développé des problèmes auditifs. Ces 5 % de patients-là, il y en a qui ont quand même continué les antibiotiques, puis ça a semblé se résoudre tout seul. Il y en a chez qui ça s'est résolu à l'arrêt de l'antibiotique, mais il y en a d'autres qui ont pu avoir une atteinte permanente, et ça, les atteintes permanentes, c'est connu. Sinon, ben, si vous étiez dans le groupe de traitement, vous aviez plus de chances d'avoir de la diarrhée, on achète ça. Puis plus de nausées, vomissements, on achète ça aussi. Au niveau des laboratoires, la créate est un petit peu plus augmentée ou plus fréquemment augmentée chez le groupe azithromycine. Puis au niveau des enzymes hépatiques aussi. Avec une chance qu'on avait exclu ces patients-là. Donc, je vous parle de ce qui est inclus, mais de tout ce qui n'est pas inclus, puis vous êtes d'accord avec moi qu'il reste vraiment beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Donc, on ne sait pas la posologie optimale. Hein. Il y a une étude, c'est 250 par jour. Il y en a une, c'est 500 3 fois par semaine. Puis, les 5-7 autres études dont je ne vous parle pas, c'est à peu près les mêmes choses. C'est partagé. La durée optimale, on ne la connaît pas. Là, on a du 12 mois qui semble intéressant, mais il y a des études de 6 mois aussi qui ont fait quand même pas si mal, mais chez des populations particulières. Les 3 mois n'ont pas bien fait, mais je vous ai dit, c'est des tout petites études, les 3 mois. Peut-être que statistiquement, on n'était pas capable de faire quelque chose de bien. Puis c'est pour ça que ça n'a pas semblé fonctionner. D'ailleurs, il y a une étude belge actuellement qui a décidé de recruter des patients qui sont hospitalisés pour une exacerbation de la NPOC. Et là, évidemment, il va y avoir placebo. Donc, une partie des patients à qui je vais donner 500 mg d'azithromycine pour 3 jours. Puis après ça, on va leur donner 250 mg 3 fois par semaine pendant 3 mois. Puis on va les suivre pendant 6 mois supplémentaires. Eux, ils disent, comme ça, on va éviter d'exposer des patients qui sont... Je te recrute au moment où tu es hospitalisé, donc potentiellement tu en as besoin, puis ça va valoir la peine de prévenir une prochaine exacerbation. Puis en plus, ils veulent limiter l'exposition. Eux, ils disent qu'il y a potentiellement un effet résiduel à l'arrêt de l'azithromycine, encore l'effet anti-inflammatoire puis immunomodulateur qu'on a discuté tantôt. Donc, la durée optimale reste à voir, là, on manque de données. Il y a aussi la période de traitement. Il y a des auteurs qui ont dit que ça serait une Moses de bonne idée d'inclure les patients, de donner de l'azithromycine, particulièrement pendant la saison froide, puisque effectivement, il y a plus d'infections. Mais bon, c'est pas démontré comme tel. Ce qui reste incertain aussi, c'est l'effet direct de l'azithromycine sur la qualité de vie. On veut bien accepter un risque, mais encore faut-il qu'il y ait un bénéfice. Puis, comme je vous ai dit, il y a le risque cardiovasculaire pour lequel on n'a vraiment pas de données. Puis ça, c'est un peu choquant, mais un peu dérangeant aussi.
Fait que ça, potentiellement, pour les risques cardiovasculaires, c'est à force de l'utiliser, si on fait des études rétrospectives, on va se donner une meilleure idée. Le risque de résistance. Dans les études, les patients qui ont reçu l'azithromycine, en fait, ils étaient moins souvent colonisés par des bactéries. Par contre, quand ils étaient colonisés, ils étaient plus fréquemment résistants à des bactéries. Au niveau populationnel, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'impact d'un vaccin. Au niveau populationnel, c'est super intéressant, ça protège plein de monde. Mais au niveau de la résistance, c'est intéressant aussi, au sens où ça peut provoquer de la résistance chez plein de monde. On a l'expérience en fibrose kystique. En fibrose kystique, ça ne semble pas problématique, mais on s'entend, hein? Statistiquement, vous avez beaucoup plus de patients MPOC que de patients en fibrose kystique. Donc, reste à savoir au niveau populationnel, l'utilisation chez beaucoup de patients d'azithromycine, qu'est-ce que ça peut faire. Puis, en fait, qu'est-ce qu'on fait après 12 mois? On ne le sait pas. C'est-tu pas sécuritaire? C'est-tu adéquat de continuer ou pas? Chez nous, il y a beaucoup de cliniciens qui ont tendance là, à arrêter l'azithromycine après 12 mois puis à voir qu'est-ce qui se passe. Souvent, ce qu'on voit, par contre, c'est que nos patients rechutent. Donc, que disent les sociétés savantes par rapport à l'azithromycine? Bien, ils nous disent, les Gold 2016, pour l'instant, ils nous disent que la balance risque-bénéfice n'est pas assez évidente. Ils ne recommandent pas la prophylaxie à l'azithromycine chez nos patients MPOC. Par contre, les lignes directrices en prévention de la des exacerbations de la MPOC, comme je vous ai dit, eux, leur objectif, c'est vraiment tout faire pour prévenir. Donc, eux, ils suggèrent la prophylaxie chez les patients qui ont une maladie modérée à sévère et qui ont fait une exacerbation ou plus dans la dernière année, malgré un traitement d'entretien inhalé optimal. Là, il mentionne une. Peut-être qu'avec le temps, on aura le goût de cibler, disons, des patients qui en ont fait plus. Ça sera à voir. Donc, je pense que ce n'est pas un dossier qui est clos. Donc, Mme Tremblay, est-ce qu'on lui donne de l'azithromycine en prévention de ces exacerbations? En fait, j'ai oublié de vous dire, Mme Tremblay, qu'elle a beaucoup d'antécédents, cardiaques notamment. Elle a une fonction rénale qui est un peu push, puis elle a un intervalle QT qui est prolongé en raison de ses médicaments. Donc, malheureusement, Mme Tremblay, on ne peut pas lui proposer ça sans avoir peur des impacts. Est-ce que ça fait qu'on ne le fait pas? Bien là, je pense qu'à ce moment-là, il faut s'asseoir puis essayer d'évaluer le risque-bénéfice. Si jamais on décidait d'en donner, quel suivi on va effectuer? Bien, évidemment, nausées, vomissements, diarrhée, donc tolérance générale. Avant de commencer le traitement, c'est important de faire un ECG pour vérifier notre QT de base et le refaire aussi après que le traitement est débuté, peut-être quelques jours plus tard. On veut s'assurer de toujours minimiser nos interactions médicamenteuses. Donc, si on peut faire du ménage dans nos listes de médicaments, on le fait. Tout le long du traitement, on veut s'assurer que nos patients n'auront pas de désordre électrolytique parce que ces désordres-là peuvent augmenter les risques de prolonger le QT et de torsade de pointe. Nous, à Sacré-Cœur, on fait un audiogramme de base à nos patients. Je pense que ce n'est pas une mauvaise pratique. Ça nous permet de cibler les patients qui sont déjà problématiques en partant puis de mettre cette problématique-là dans la balance au moment de proposer le traitement. Évidemment, il faut questionner l'apparition de problèmes auditifs puis voir encore le risque-bénéfice. Et idéalement, hein, avant de commencer tout ça, on ferait une petite culture d'expecto. Des fois que notre patient aurait un mycobactérium auquel il faudrait voir avant de donner de l'azithromycine parce qu'on ne traite pas les MAI tout seul comme ça. Donc, c'est des suivis qui seraient à effectuer. Donc, nos vrais ou faux, en fait, je vais passer tout de suite aux réponses complètes. Donc, c'est probablement la combinaison des effets antibactériens, anti-inflammatoires, immunomodulateurs, des macrolides qui permet d'aider à prévenir les exacerbations de la MPOC. Les lignes directrices sur la prévention suggèrent l'azithromycine, comme on s'est dit, chez les patients qui sont bien traités, mais qui ont fait plus qu'un épisode dans la dernière année. Puis, l'utilisation de l'azithromycine à long terme, malheureusement, on n'a pas de données de très long terme pour nous dire que c'est sécuritaire chez beaucoup trop de nos patients MPOC. Donc, c'est pas mal ce qui conclut l'azithromycine. Mais si je concluais immédiatement sur la prévention des exacerbations avec les antibiotiques, vous me diriez, Fanny, tu n'as pas parlé des antibiotiques nébulisés. Et là, attention,
c'est l'utilisation des antibiotiques nébulisés chez nos patients MPOC seuls. On ne parle pas de bronchiectasie ici, là. OK? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chez cette population-là, il n'y a pas d'études randomisées contrôlées qui ont été publiées, en tout cas à ma connaissance. J'en ai pas trouvé. Par contre, il y a 2 études qui ont été présentées sous forme de résumé ou d'abstract. Le premier, ils ont étudié la lévofloxacine inhalée qui a été vraiment bien tolérée, malheureusement pas tout efficace. On a aussi, bien sûr, utilisé la tobramycine, testé la tobramycine en inhalation à raison de 300 mg 2 fois par jour pour 14 jours chez des patients qui avaient une MPOC sévère et qui avaient un pseudomonas multirésistant. Donc, pas chez tous nos patients, vraiment pas. Ils ont vu que ça permettait une réduction des médiateurs de l'inflammation dans les expectos, fine, mais nous, ce qu'on veut, c'est prévenir les exacerbations et ça réduisait l'incidence d'à peu près 42 % dans les 6 mois post-traitement. Écoutez, là, c'est tout ce que je sais sur le sujet. On n'a pas de grosses évidences. Fait qu'en fait, les antibiotiques nébulisés pour prévenir les exacerbations de MPOC chez les patients qui n'ont pas d'autre chose, ben, ça a l'air de ça. Fait que je vous en parle pas plus. Donc, on arrive dans la dernière portion, les antibiotiques en traitement de la MPOC. J'ai encore le temps. Je vous ramène M. Martin, qui n'avait pas fait d'exacerbation depuis 2 ans, mais là, il se présente à la clinique. Puis, en fait, là, depuis 2-3 jours, il est plus essoufflé. Il a utilisé son bronchodilatateur à courte action plus souvent. Il dit qu'il crache, alors qu'il ne crache pas d'habitude, mais il n'a pas fait de fièvre. Puis, évidemment, il a rencontré une IVRS, là, probablement un rhinovirus que sa charmante petite fille adorée lui a apporté la semaine dernière. Donc, est-ce que M. Martin fait une exacerbation de sa MPOC? Bon, si on se rappelle nos critères, hein, donc il y a des variations dans ses symptômes pendant plus que 24 heures, donc depuis 2 à 3 jours. Quelle chance! Donc, on attend, on continue. On attend, on continue. On n'entendra pas. On va essayer de voir si le bip va se calmer. Bon, alors, là, tantôt, hein, il y avait juste un bip, là, il y en a eu un deuxième. Le prochain, Grégory, c'est le système d'eau qui part. Je suis contente d'avoir changé avec toi. OK. Donc, est-ce que c'est une exacerbation de la MPOC? On s'est dit que oui. Qu'est-ce qu'on fait? On lui fait une prescription? À vous de travailler. Donc, qu'est-ce que vous voulez voir sur l'ordonnance qu'on va faire à ce patient-là? Donc, du Ventolin régulièrement pendant quelques jours, avec ou sans ipratropium régulièrement pour quelques jours, de la prédnisone 40 mg 1 fois par jour pour 5 jours, ou de la prédnisone en dose décroissante pour à peu près 1 semaine, de l'amoxil ou de la Velox, ce jour, 5 jours. Vous avez une idée? Gardez-la, on y revient après.
Ben, en fait, la première question à se poser, c'est est-ce que M. Martin a vraiment besoin d'un antibiotique? Vous connaissez les critères d'Anthony Sen, hein? Anthony Sen qui a publié son papier en 1987 quand même, dans lequel il avait trouvé qu'il y avait certains marqueurs plus évidents là, qui nous permettaient, là, entre autres, de choisir chez qui on donnait des antibiotiques. Donc les patients dyspnéiques, les patients avec expecto, mais c'est surtout la purulence des expectorations qui est importante. Il y a une étude qui est publiée en 2012 où ils ont étudié l'efficacité du clavulin ou du pas-clavulin chez des patients qui faisaient une exacerbation de la MPOC. Donc, c'est des patients qui étaient vus en clinique ambulatoire, en clinique externe, qui avaient une maladie légère à modérée, puis qui faisaient une exacerbation là, qui ne nécessitait pas une hospitalisation, bien sûr. Chez la moitié des patients, je pense que, je ne me rappelle plus du nombre, mais je pense que c'était 80 patients dans ces eaux-là, ils ont donné du clavulin à prendre 3 fois par jour pendant une semaine. Puis chez l'autre moitié, ils n'ont rien donné. En fait, ils ont juste donné la prénisone, donc la prénisone dans les 2 groupes. Et ce qu'ils ont vu, c'est que, en fait, 90% des patients ont vu une résolution de leur exacerbation de MPOC chez ceux qui avaient le clavulin et 80%, 90 contre 80, chez ceux qui n'avaient rien reçu, avaient aussi une résolution de leur exacerbation de MPOC. Ça fait quand même pas une grosse différence pour beaucoup d'expositions. En fait, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est revoir leurs données. Puis, dans leur groupe de patients qui n'avaient pas eu d'antibiotiques, sont allés voir avec les critères d'Anthony Sen, lesquels pouvaient prédire peut-être un échec au traitement. Donc, ils ont vu que les patients qui avaient un critère, il y avait juste 2,8% d'échec. Et en fait, aucun échec si ton seul symptôme était la dyspnée seule. Puis ça, ben, ça fait du sens, hein, parce qu'une exacerbation de MPOC, la première chose que tu fais, c'est d'augmenter tes bronchodilatateurs. Tu n'as pas nécessairement besoin d'autre chose tout de suite. Ça nous le rappelle bien. Ils ont observé que les patients qui avaient 1 à 2 critères, il y avait 5,6% d'échecs, ou en fait de problématiques au retour à la conclusion de l'exacerbation, s'il n'y avait pas la purulence des expectorations parmi les critères. Et regardez, 20% d'échecs si présence d'expectoration purulente. Les patients qui avaient 3 critères, il y avait 30 résolutions s'il n'y avait pas d'antibiotiques. Fait que c'est quand même intéressant. Donc, les sociétés savantes, donc c'est ça, le goal nous dit, on devrait donner un antibiotique nécessairement si tu as 3 symptômes. Donc, les sociétés savantes, donc 3 symptômes cardinaux, ça vaut la peine d'avoir un antibiotique. 2 symptômes qui incluent nécessairement des expectorations purulentes, on donne un antibiotique. Et évidemment, si tu as besoin de ventilation, on te donne un antibiotique. Ben, il précisait. Alors, qu'est-ce qu'on devrait retrouver sur l'ordonnance de M. Martin? Bien, je pense que d'emblée, on pourrait être content de lui donner du Ventolin plus ou moins de l'Atrovent. Je pense que les 2 réponses sont bonnes.
Donc, pour ce qui est de la prednisone, probablement plusieurs d'entre vous avaient vu passer l'étude REDUCE dans laquelle on essayait de voir si on était capable de bien faire avec un petit peu moins longtemps de prednisone chez nos patients. Dans cette étude-là, on comparait prednisone 40 pour 5 jours à un traitement de 2 semaines, je pense bien. Puis en fait, on s'est rendu compte que 5 jours pourrait quand même être une bonne idée et exposerait nos patients à moins d'effets secondaires associés aux corticaux. Il faut penser à nos patients qui exacerbent beaucoup de fois par année. On trouve à la longue des patients qui deviennent corticodépendants. Donc, il faut faire attention. Puisque je vous parlais d'antibiotiques, mais je ne vous en parle pas plus, mais je ne pouvais pas m'empêcher de faire mention de cette étude-là. Ceci dit, les lignes directrices nous disent on ne sait pas exactement c'est quoi la bonne durée d'un cortico. Mais pour l'instant, on ne donnerait pas d'antibiotiques à M. Martin. En fait, on attendrait de voir l'évolution des choses. Si jamais on décidait de choisir un antibiotique, comment on le ferait? Mais en fait, il faut regarder la sévérité de la maladie parce que plus tu es sévère, plus tu as des chances d'être colonisé avec des bébites rares. Donc, les pseudomonas, des maltophilia, bon, bref, des choses qu'on ne retrouve pas dans le poumon d'habitude. Si tu es oxygénodépendant, tu es probablement plus malade, tu es probablement à risque aussi d'avoir des bébites plus bizarres. Si tu as exacerbé plusieurs fois dans les derniers temps, que tu as pris plusieurs antibiotiques, ben là, ça compte dans la balance. Idéalement, si on a des cultures, on les regarde, ça peut être intéressant. Puis un patient qui exacerbe souvent, ça devient une bonne idée d'avoir des cultures aussi. Tous les patients qui prennent des immunosuppresseurs, que ce soit de la cortisone ou du méthotrexate ou pour d'autres pathologies, c'est aussi des patients qui vont avoir plus de chances d'avoir des bébites rares. Donc, des conditions concomitantes comme les maladies cardiaques ischémiques. Puis, évidemment, on choisit en fonction des allergies et intolérances du patient et, je n'ai pas écrit, mais des interactions médicamenteuses quand on peut. Donc, les Goals 2016 nous disent « Choisissez selon les résistances locales ». Ça, c'est le genre de directive qui nous aide beaucoup dans la vie. Bon, quand même, ils proposent de donner de l'amoxicilline avec ou sans acide clavulanique. Ils proposent des macrolides, bon, et des tétracyclines. L'INES, qui base ses recommandations là, sur notre vieux guideline, puis c'est dans le fond le guide là, sur la bronchite aiguë et les exacerbations aiguës de MPOC qui date aussi, mais je pense que ça reste toujours pertinent. Donc, il dit si tu fais une exacerbation simple, donc si tu es un patient MPOC ordinaire, là, puis que tu n'as pas pris d'antibiotiques récemment, puis que tu n'es pas vraiment malade de ta MPOC, puis que tu n'as pas d'autres conditions, une bonne amoxicilline, là, ça fait la job. Sinon, du Ceftinc cause un petit peu plus de diarrhée par contre. Le Biaxin a beaucoup d'interactions médicamenteuses, puis franchement, c'est sécrété dans la salive, ça goûte vraiment mauvais. La doxycycline qu'on oublie beaucoup, mais qui est une charmante vieille molécule. Le Septra, qui est possible aussi, puis la zithromycine, je me retiendrai un petit peu là-dessus parce qu'il est pratique pour nos atypiques. Par contre, si tu as une exacerbation complexe, ce qu'on veut dire par là, c'est que tu es un patient à risque, tu as une maladie plus compliquée, tu as pris des antibiotiques, à ce moment-là, on va y aller plutôt avec les quinolones respiratoires, mais aussi avec le bon vieux clavulin. Hein? Bon. Alors, il ne faut pas oublier nos vieilles molécules simples qui font souvent bien le travail. Chez nos patients, par contre, qui font des exacerbations complexes, c'est intéressant d'avoir des crachats, de faire des cultures pour voir effectivement qu'est-ce qui leur cause des problèmes. Donc, en conclusion, je pense que c'est vraiment important d'identifier nos patients à risque d'exacerbation de MPOC. C'est nécessaire pour bien les soigner. Il faut proposer la vaccination à nos patients et revenir à la charge et leur promettre les vraies choses et leur dire les vraies choses. Surveiller peut-être les recommandations du CCNI pour les vaccins contre le pneumocoque parce qu'ils vont nous sortir un nouveau document, ils nous disent bientôt. Se faire vacciner cette année, puisqu'on est tous des professionnels de la santé. Identifier les patients qui pourraient bénéficier d'une prévention avec un macrolide, puis évidemment bien évaluer le besoin d'antibiotiques lorsqu'on a une exacerbation de MPOC. Et c'est ce qui conclut ma présentation.